Bonsoir amis téléspectateurs, il est 20 heures, c'est l'heure du journal sur Prestige TV. Voici le sommaire. Baccalauréat 2025, l'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé des affaires administratives, Georges Faye, a fait le tour des centres d'examen. Les détails dans ce journal avec Willy Matafal. La promotion sortante de l'UFR Santé de Thiès au service des populations après 7 ans de formation. Les explications de Mariama Koulibaly est à suivre dans ce journal. Spoliation de leurs terres, le collectif de défense des intérêts du village de Théo dans le Diobas d'Enos. Pierre VI, leur porte-parole, sera dans ce journal. L'actualité internationale sera l'affaire de Seynabou Diouf. Tels sont les titres dans un instant de développement. Spectateurs, merci pour votre fidélité. Comme annoncé dans les titres, Baccalauréat 2025, l'adjoint au gouverneur de la région de Thiès, chargé des affaires administratives, Georges Faye, a fait le tour des centres d'examen accompagné des autorités académiques de la région. Il se réjouit de la bonne organisation de ces examens. Le seul constat reste une baisse du taux de participation des garçons. Une alerte selon Gana Sen, inspecteur d'académie de Thiès. C'est un reportage de Willy Matafal. Le baccalauréat 2025 a démarré ce mardi 1er juin sur toute l'étendue du territoire national. À Thiès, le gouverneur a fait sa traditionnelle tournée au niveau de différents centres d'examen. Georges Faye se réjouit d'une bonne organisation. C'est une impression satisfaisante parce que le dispositif est déjà en place. Les correcteurs sont là, les surveillants sont ici aussi. Et le matériel est déjà mis en place. Donc on a une bonne impression et ça présage déjà d'un bon déroulement de l'examen. Le constat pour cette année reste un faible taux de participation des garçons. Une tendance qui doit servir d'alerte selon l'inspecteur d'académie de Thiès. Vous avez constaté que cette année, en 2024, les filles étaient de 59%. Cette année, elles sont presque à 61%. Donc parmi les effectifs, les candidats au baccalauréat. Donc cela peut-être dénote vraiment de tous les efforts que l'État et ses partenaires, mais bref toute la communauté éducative en tout cas sont en train de faire en direction donc pour la promotion de l'éducation des filles. Maintenant, c'est une tendance certes positive, mais une tendance quand même qui doit nous servir d'alerte pour que d'ici à quelques années, qu'on n'ait pas vraiment des écarts assez importants entre les filles et les garçons. Pour garantir l'égalité des chances, des mesures spécifiques sont prises pour les différents types de candidatures, à savoir les candidats libres et les élèves de l'INEFJA. Généralement, ils sont pour l'essentiel au niveau du centre lycée Malick Sy. C'est l'INEFJA et quelques autres candidats venant vraiment ils représentent environ pour moins de 1% des effectifs. C'est la même chose pour les candidats libres qui représentent 8,87% des effectifs. Nous avons également des candidats arabes, franco-arabes, donc arabo-islamiques, qui sont au nombre de 1536. C'est environ 4% des candidats. Donc globalement, pour ces différents types de candidatures, en tout cas, il y a des mesures spécifiques qui sont mise en place. À Thiès, le gouverneur se dit satisfait d'une bonne collaboration des élèves qui ont respecté les mesures de l'administration comme l'interdiction des téléphones portables. Après l'enseignement secondaire, place à l'enseignement supérieur. La promotion sortante de l'UFR Santé de Thiès envisage de mener des activités au service des populations après 7 ans de formation. Il compte faire des consultations sur le cancer du col de l'utérus et de la prostate, mais également de faire le dépistage ou bien de faire des visites humanitaires pour être plus proche des communautés. Mariama Koulibaly est la présidente de la promotion sortante. Nous l'écoutons au micro de Seynabou Diouf.
Oui, quand même, c'est 7 ans, c'est pas 7 mois, c'est pas 7 jours, ça a été des années remplies de joie, remplies de dur labeur, remplies de nuits blanches surtout. Donc oui, c'est un aboutissement d'un très long processus. Là, on voit à peu près le bout du tunnel et c'est un petit soulagement pour nous quand même. Oui, il est prévu énormément, beaucoup d'activités qu'on a reparties sur les mois. Qu'on a essayé notamment au mois d'octobre avec le cancer du col de l'utérus, le mois de novembre avec le cancer de la prostate, le mois de décembre pour les enfants, ainsi de suite, le mois de janvier, février. Et on a pas mal de programmes de visites humanitaires au niveau des DARA, d'enseignement post-universitaire, parce que oui, c'est bien beau d'aller auprès des populations, de s'amuser un peu, mais également surtout d'apprendre de nos chers maîtres, de nos chers parrains, marraines, homonymes et tous les encadreurs qui sont là et tout. Oui, avec l'équipe que j'ai, je suis 100% prête, hein, vraiment. J'ai une équipe de choc, si je peux dire comme ça. J'ai des gens qui sont très dévoués, déterminés et surtout très créatifs. Une jeunesse en gros. Oh oui, oui, s'il le faut. Oui, s'il le faut. S'il le faut, bien sûr, avec les partenaires qu'on aura à chercher et tout. Mais oui, tant que c'est les enfants, les femmes, les gens qui ont besoin de nous, côté sur la... Une cérémonie de dissolution d'ETSEN MASGB a eu lieu ce mardi 1er juillet au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne. Elle a été présidée par le colonel Thierno Ning, commandant de la zone militaire numéro 7. Colonel Momodou Diagne Ndoye a adressé un bilan positif de cette mission qui a été effectuée en Guinée en énumérant quelques difficultés rencontrées. Oui, le bilan est très satisfaisant puisque notre mandat était de soutenir les forces de défense et de sécurité dans la stabilisation du pays, chose qui me semble être faite puisque depuis notre engagement, aucune activité hostile contre le gouvernement n'a été soulignée. D'autant plus, nous avons aussi assuré la sécurisation de certaines institutions comme le palais du gouvernement, le ministère de l'Intérieur et également certains domiciles d'autorité qui ont été totalement sécurisés durant notre séjour. En plus de ce point, nous avons également contribué à sécuriser la population en menant des patrouilles. D'ailleurs, nous avons effectué pendant les 12 mois plus de 140 patrouilles de longue portée, en plus des patrouilles journalières qu'on faisait tous les jours. Donc, ceci contribuait également à la sécurisation de la population. Le dernier point, c'était en tout cas la protection de l'institution présidentielle, chose également qui a été faite en contribution avec les Ghanéens et les Nigérians. Depuis notre installation, aucune tentative également de coup d'État n'a été notée durant ces derniers 12 mois. Quelques difficultés également ont été rencontrées, notamment au niveau des infrastructures routières. C'était très difficile de faire des patrouilles de longue portée sur 300 km sur des routes très difficiles à pratiquer, en particulier pendant l'hivernage. Toutefois, le commandement a mis à notre disposition des moyens neufs, comme les véhicules Kia, qui nous ont vraiment permis, en tout cas, de surmonter cette difficulté. L'autre difficulté, je dirais, c'est la barrière linguistique qui posait problème. Bien que nous comprenions avec la population, mais cette barrière linguistique également posait de sérieux problèmes pour la communication et qui faisait que nous ne pouvons pas montrer tout ce qu'on faisait en termes d'action civile militaire, en termes d'aide au profit de la population. Et en dehors de ces difficultés, la mission s'est très bien passée. Comme annoncé dans les titres, le collectif de défense des intérêts du village de Thiéo dans le Djobas a dénoncé ce qu'il considère comme une spoliation de leurs terres, notamment dans le contexte d'un litige portant sur 150 hectares. Selon Pierre Ciss, porte-parole du collectif, la communauté refuse ce projet en raison de plusieurs illégalités. Ils expliquent que le maire avait initialement sollicité en 2018 une délibération pour rendre ces terres au village. Aujourd'hui, nous dénonçons
avec fermeté et détermination une injustice foncière qui n'a que trop duré. Nous sommes ici pour alerter, dénoncer et dire non à une nouvelle tentative de spoliation de nos terres. Oui, nous parlons des 150 hectares qui avaient été délibérés au nom de la commune de Notto Diobass, sans le consentement des populations de Thiéo. Mais, grâce à la mobilisation populaire et au dialogue, avaient été restitués à notre communauté. Mais grande fut notre surprise, notre indignation et notre colère d'apprendre que 50 hectares parmi ces mêmes terres viennent d'être à nouveau délibérés au profit de l'APROSI, l'agence de promotion des sites industriels, une fois de plus, sans l'accord des populations de Thiéo. Toutes les populations de Thiéo sont contre le projet Diobass Smart City parce qu'elles n'y voient pas leur intérêt. C'est la raison pour laquelle nous disons non au maire de Notto Diobass, M. Aliou Sarr. Comment peut-on parler de développement inclusif sans parler ni écouter les concernés? Comment peut-on, en tant que maire, ignorer la volonté clairement exprimée de la population qui vit sur ces terres, qui les exploite, qui en vit? Nous rappelons que la terre est notre patrimoine commun, notre mémoire, notre avenir. Elle n'est pas une marchandise à distribuer dans l'opacité pour satisfaire des intérêts particuliers. Nous dénonçons avec vigueur cette opération injuste, unilatérale et illégitime. Nous appelons toutes les autorités de ce pays, de l'État central aux autorités locales, à prendre leurs responsabilités. Place maintenant à l'actualité internationale présentée par Seynabou Diouf. Les députés togolais étaient convoqués ce lundi 30 juin en séance plénière pour clore la première session ordinaire de l'année, mais 3 députés d'opposition ont refusé de se rendre, dénonçant le silence de l'institution face aux manifestations de la semaine dernière contre le régime de Faure Gnassingbé. Plusieurs formations et organisations ont condamné la répression qui aurait fait au moins 7 morts depuis ces 2 formations d'opposition qui dénoncent la répression des manifestations. La semaine dernière, l'Assemblée nationale devrait se réunir en urgence, cela pour réclamer la libération des personnes arrêtées arbitrairement, une enquête indépendante et le droit au peuple à manifester. La République démocratique du Congo a fêté ses 65 ans d'indépendance ce lundi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est longuement revenu lors de son discours à la nation sur l'accord de paix signé entre son pays et le Rwanda vendredi 27 juin à Washington. Il s'agit donc pour lui d'un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, après 3 décennies, a semé la désolation dans l'est du pays. Cet accord de paix ouvre une voie et une nouvelle ère de stabilité, a déclaré le président Tshisekedi lors de son allocution. Mais cette paix précise reste fragile, a-t-il mis en garde avant d'ajouter qu'il exige de tous un engagement indéfectible. L'armée russe a réalisé en juin ses plus larges avancées en territoire ukrainien depuis le mois de novembre et a accéléré sa progression pour le 3e mois d'affilée selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'institution américaine pour l'étude de la guerre. Les 2 tiers des avancées russes du mois écoulé se concentrent dans la région de Donetsk, dans l'est du pays principal, théâtre des affrontements entre Russes et Ukraine. Depuis 2 ans, l'armée russe contrôle totalement ou particulièrement les 3/4 de cette région contre 61% il y a un an. À la même date, quelques 31% de cette région étaient déjà sous le contrôle des séparations pro-russes avant le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Voilà ce qui a mis fin à la page de l'actualité internationale. L'actualité internationale a mis fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue tout à l'heure avec la version
Wolof présenté par Mati Diop. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup et bonne soirée.